大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 62 de l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Kiko. Salut, comment ça va? Ouais, salut, ça va et toi? Très très bien, contente d'être là comme d'habitude. Toujours. Donc aujourd'hui, on va parler de Mad Fate, un film chinois sorti en 2023 et donc que tu as choisi. Il me semble que c'est toi qui l'as mis dans la liste. Oui, c'est moi. Donc tu peux nous dire un peu ce que tu as comme contexte autour du film et pourquoi tu l'as choisi? Je l'ai choisi parce que c'est un film de Soi Chiang, un réalisateur que j'ai envie de découvrir parce que j'ai pas vu beaucoup de ses films. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais on a vu 2 films de lui, c'est Dog by Dog et Coq de combat. Coq de combat, oui, mais alors Dog by Dog, pas du tout. Si, on l'avait en DVD. Ouais, non, mais je te fais entièrement confiance, mais j'ai aucun souvenir du film. En fait, Dog by Dog, c'était un film très très sympa. C'était à ses débuts. Ouais. Il avait fait quelques films avant, mais je ne sais plus ce que c'était. Et ensuite, il avait fait Coq de combat, qui a quasiment détruit sa carrière, parce que le film en soi était sympa, mais ça égalait pas du tout le manga. Ouais. Et surtout que ça prenait juste à peine un tiers du manga. Ouais, et j'avais un souvenir que, par exemple, ils avaient fait un petit bout d'un endroit, après il y avait un gros bloc qui était pas pris, et après ils avaient repris la partie avec un des personnes qui combattaient. C'est possible. Je me demande s'ils ont pas zappé la partie dans la maison de redressement. Si, ils l'ont laissé, mais un tout petit peu. Ah, peut-être, je me souviens plus. On va dire que c'est vraiment la partie contexte quoi, de l'histoire. Mais puis après, il y a pour moi une grosse difficulté, c'est que Coq de combat, c'est quand même extrêmement dur comme manga, c'est extrêmement graphique, et c'est un peu compliqué de remettre ça au cinéma. Soit tu l'aseptises complètement pour que ça passe un Ce peu, qui s'est passé pour le film. et donc tu perds un peu l'essence du manga, soit tu fais la même chose et tu te retrouves sur un film hyper niché que pas beaucoup de gens qui vont aller voir, quoi. Je me souviens qu'il avait gardé... Là, on digresse carrément, on a à peine commencé. Mais il avait gardé une scène qui était dans le manga, c'est quand il crève un œil avec son orteil. Ouais. Ça, je me souviens, dans le film, il avait gardé, et puis graphiquement, ça marchait très bien. Ouais, c'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est chez Soi Chiang, c'est que, en fait, sa violence graphique, elle est violente, en fait, tout simplement. Ouais. Et justement, je trouve que ça marche super bien. Moi, après, en dehors de ça, j'avais vu d'autres films de lui, mais qui n'étaient pas tip-top. J'ai vu la suite de SPL. Ah oui, tu m'en avais parlé, ça. Ouais. Et il avait fait SPL 2 avec Tony Jaa, que j'ai pas super apprécié. Peut-être parce que trop fan du premier SPL, je l'ai trop comparé. Faudrait que je le revoie, parce que j'avais entendu que finalement, il était assez bon, le film. Et ensuite, il avait commencé à réaliser la trilogie sur le roi singe. Oui. Et moi, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le reste. Et le premier, c'était sympa, mais c'était la bouillie numérique. Ouais. Ouais, donc là, surtout, en plus, avec, entre guillemets, ça a dû vieillir encore plus, quoi. Aujourd'hui, je pense. Déjà, moi, je l'avais vu peut-être 2-3 ans après sa sortie. Ouais. J'avais pas énormément accroché. Donc moi, la relation que j'ai avec Soi Chiang, c'est Dog by Dog que j'aimais beaucoup. Ouais, je viens de voir la jaquette, et ça y est, ça y est, trop bien. Ouais, ça me revient. Et après, le reste, ce que j'ai vu, c'était pas top, quoi. Ouais. Donc, mais lui-même, en fait, il en a pâti, parce qu'après Coq de combat, ça a fait un flop monumental, et sa carrière, elle a battu de l'aile, mais comme jamais. Et en fait, il a failli abandonner le cinéma, jusqu'à ce qu'il rejoigne la maison de production de Johnny To, Milky Way. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à fréquenter Johnny To, et Johnny To lui a servi un peu de, entre guillemets, mentor pour qu'il se relève et qu'il revienne après. Il l'a guidé un peu pour qu'il reprenne les... Exactement. J'ai pas fait mes devoirs, mais je me demande, parce que je sais qu'à partir de certains films comme Motorway et Accident, c'est à partir de ce moment-là où il a une énorme réputation chez nous. Ok, donc meilleure réputation en Occident qu'en Chine et en Asie. Je ne sais pas, mais je sais que chez nous, oui. Ok, d'accord. C'est à partir de ce moment-là, il a commencé à être sélectionné à Venise, tout ça, et jusqu'à récemment où il a été sélectionné à Cannes avec son dernier film City of Darkness. Et donc moi, je l'ai remis dedans. Je me suis remis en tête que Soi Chiang existait dans le milieu du cinéma, justement avec cette
je dis trilogie, mais c'est pas vraiment une trilogie. Film Les qu'il a 3 fait. derniers films qu'il a fait, Ok. qui sont Limbo, Mad Fate et City of Darkness. Et d'ailleurs, Limbo, il a pas été sélectionné dans un festival. Je crois qu'il a aussi été sélectionné à Venise, si je dis pas de bêtises. Ok. Je vais checker entre 2 films, peut-être que je reviendrai après un peu là-dessus. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il existe lui, et ce qu'il est en train de faire là, bah ça m'intéresse énormément. Ouais. Très bien. Donc, bah pour le coup, j'ai mis, je crois que dans la liste, j'ai dû mettre 5 de ses films, tu vois. Donc, Mais c'est il y bien. a 5 Seo Chi-young dans la liste. Il y en a un qui tombe aujourd'hui, c'est parfait. Bah ouais, carrément. Non, c'est cool. Donc, Puis ouais, c'est bien de redécouvrir en fait aussi le travail de quelqu'un. ouais, c'est clair, c'est Se clair. refaire un avis sur sa carrière actuelle, quoi. Ouais, Ne qui pas était rester pas. sur. Je voyais des c'était pas qualités. vraiment un échec, quoi, tu vois. Mais... Bah, je voyais les qualités qu'il avait, mais c'était pas des films hyper marquants. Même Dog by Dog, hein, c'est un film que j'ai souvenir d'aimer, mais il me reste très très peu de choses du film. Donc, bizarrement, faudrait peut-être le remettre dans la liste. Ouais, carrément. Parce que ouais, j'avais gardé un bon souvenir et finalement, là aujourd'hui, je suis incapable d'en parler. Je sais même plus de quoi ça parle. Bah là, j'ai regardé un peu le synopsis. C'est un gamin ou un ado, entre guillemets, qui est entraîné et Comme un chien. comme un animal pour Je pouvoir devenir un assassin me souvenais, je sais pas pourquoi, je faisais un lien avec Danny the Dog. avec Danny the Dog, exactement. Je ne savais pas que c'était Seo Chi-young à l'époque. J'avais connu le réalisateur après quand on a acheté Coq de combat, justement. Ouais. Et là, j'ai vu le nom du réalisateur et j'ai fait le lien avec ce qu'il avait fait et ce que j'avais vu après aussi. Mais pour moi, c'était un réalisateur qui était mineur dans le paysage hongkongais, tu vois. Ouais. Hongkongais derrière, bah, aujourd'hui hongkongais, mais à la base, il est né à Macao. D'accord, ok. Donc, il a immigré après, enfin, il a immigré à l'âge de 11 ans, je crois, 10-11 ans, il Ok. est parti vivre à Hong Kong. Donc, aujourd'hui, il est réalisateur hongkongais. Après, quand j'ai vu les 3 films qu'il a sortis dernièrement, je me suis dit, waouh, Oui, il revient en force, quoi. là, il a l'air d'avoir quelque chose de lourd. Et voilà, j'ai mis les 3 directs dans la liste, plus 2 autres que je dirais pas. J'ai hâte de tomber là-dessus. Et puis, je suis content qu'enfin, il tombe dans le podcast, après 60 épisodes, donc... Et avec Mad Fate, Ouais. même si j'aurais préféré un petit Limbo, j'avoue, parce que Limbo, il me fait de l'œil, en fait. Je sais pas, graphiquement Ouais, et au je vois ce niveau, que tu veux dire. au niveau de l'univers, c'est quelque chose qui m'attire le plus Ouais. dans ce qu'il a fait dernièrement. Même si City of Darkness, tu vois, bien baston bourrin, ça m'intéresse, parce qu'en film d'action, dernièrement, j'ai vu très peu de choses qui me plaisaient, donc peut-être avec City of Darkness, il y aura quelque chose de sympa. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal qu'on tombe pas en premier sur les plus attendus. Peut-être. Comme ça, il n'y a pas le côté d'avoir la sensation que ça dégraisse au niveau qualité. Ouais, mais ouais. plus, tu vois, on monte crescendo, quoi. Surtout que moi, ce que j'ai vu, en fait, comme critique sur les 3 derniers films, bah, c'est que Mad Fate, en fait, c'est le moins bon. Donc, quelque part, on commence par le moins bon, puis ça va peut-être monter en puissance. Donc, en puissance. même s'il y en a d'autres derrière qui vont arriver, parce qu'il a une filmographie assez variée, très éclectique, il a tapé dans tout. Donc, ouais, je suis curieux de voir ce qu'il fait avec chaque genre, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Bah allons-y, c'est parti. C'est parti. 明明要你見到單兇案，係要你殺人。你覺得我哋兩個喺度遇到真係咁啱啊？見到兇手殺美美姐又係咁啱啊？係個天啊！個天啊！當之冚啩，你哋會入絕路㗎！ 紅筋貫穿眼球啊，叫隻物貫精，嗰時你會殺人㗎。天羅地網，萬箭穿心，個天出招。殺人啊！上面殺緊人啊！你兇手！ Nous revoilà. On vient de voir Mad Fate, un film sorti en 2023, d'une durée de 1h49 et catégorisé thriller film mining. Il a été réalisé par Seo Chi-young et on retrouve au casting Gordon Lam. Alors là, je vais avoir vraiment du mal sur la prononciation parce que le prénom c'est NG, donc on va dire Neng Winze. Je suis vraiment désolée pour toute la population chinoise. Et donc Gordon Lam, je crois qu'on l'a vu dans Élection,
si je dis pas de bêtises. Gordon Lam. Ouais. Effectivement, on l'a vu dans Élection. Et donc, c'est un film qui a été récompensé au Hong Kong Film Award de 2024 pour la meilleure réalisation, le meilleur scénario et le meilleur montage. Et il a été notamment nominé sur la même cérémonie pour meilleur film, meilleure photographie, meilleur décor, meilleur costume et maquillage, meilleure chorégraphie d'action, meilleur son, meilleur effet visuel. La liste est longue. Si peu. Voilà. Est-ce que tu nous dirais de quoi ça parle, s'il te plaît, Kiko ? Ouais, je vais faire ça. Alors, on suit un maître de Feng Shui qui va essayer de sauver une prostituée d'une mort qu'il lui a prédit. Arrivé sur les lieux, il retrouve cette prostituée assassinée et il retrouve aussi un jeune homme fasciné par ce crime. Par la suite, il va s'occuper de ce jeune homme parce qu'il lui prédit un destin funeste. Voilà. Je pense que c'est simple, précis et concis. C'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai adoré. Pareil. C'est vrai ? Ouais. Ah cool, franchement j'ai eu un doute pendant le film parce que comme on l'avait parlé pour le film Exhuma, moi j'adore tout ce qui est mystique, paranormal, tout ça. Moi ça m'intéresse. Pourtant je suis pas du tout croyant, je crois pas en ces choses-là en général, même si le karma, tu vois, on peut en parler, on peut faire un débat là-dessus, je pense qu'il y a des choses qui peuvent me tomber dessus. Ouais. Mais tout ce côté-là, en plus c'est une culture que je connais pas vraiment, tu vois, le fait de découvrir par le biais de la Corée du Sud, c'était super intéressant. De le fait de découvrir à travers la Chine et Hong Kong avec le Feng Shui, tout ça, bah moi ça m'intéresse en fait. Ouais, on retrouve des choses, donc on sent qu'il y a effectivement une culture commune sur la façon de gérer la mort, le destin, le karma, et puis les ancêtres, quoi, les esprits. Et on y retrouve beaucoup justement avec le côté où quand tu vas voir que quelqu'un a un destin un peu merdique, bah tu vas essayer de remonter un peu sur son histoire, sur ses ancêtres, savoir est-ce que il y a un truc, est-ce que ses ancêtres n'ont pas été possédés par quelque chose. On va retourner sur les lieux où ils ont été enterrés, voir s'il n'y a pas quelque chose qui empiète sur leur tombe ou dans la tombe ou ainsi de suite. Et ça parle d'exhumation aussi, ça parle de rituels, tout ça. Donc tout ça, moi j'adore, ça me plaît, ça me fascine en fait. Et en plus de ça, je veux pas commencer à comparer avec Exhuma, mais ce film-là en fait, j'adore sur tous les points, sur le ton employé sur le film, sur la démarche artistique, l'intrigue, elle est folle. Ouais. L'intrigue, j'ai été scotché du début à la fin sur tout ce qui allait se passer. Tu sais pas vraiment où c'est que ça va. Ce que j'adore avec ce genre de scénario-là, c'est que, en fait, on va vraiment se baser sur la psyché de l'être humain, tu vois, entre réalité paranormale, entre folie et mysticisme. Ouais. Il y a énormément de choses qui viennent comme ça, et tout le long du film, en fait, c'est tellement ambigu, tu sais pas à quel moment tu dois croire si tu es dans la réalité ou dans un univers parallèle, dans un univers paranormal. Il y a toute une dimension fantastique. Carrément, ouais. Avec le chat, avec le ciel, avec la pluie et tout, qui est un peu arbitraire. Et justement, c'est des éléments qui sont pas expliqués. On va pas avoir une rationalisation, entre guillemets, de l'univers fantastique. On va le rendre logique et l'exprimer pour qu'il soit cohérent avec la réalité, en fait. Là, c'est vraiment juste, comme tu dis, on est balancé dans l'esprit humain et dans tous ses méandres, quoi. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je retrouve pas forcément du surnaturel. En fait, c'est l'ambiguïté qui t'emmène potentiellement sur du surnaturel. Et inversement, tu vois, sur une réalité. Et moi, le côté avec le chat, tout ça, c'est plus en fait, c'est juste des symboliques, en fait. Tout ce qui est les chats, tout ce qui est les couleurs, tout ça, en fait, le maître de Feng Shui nous initie à l'art, en fait, de voir, en fait, ce qui se passe autour de nous, avec les couleurs, avec comment orienter la pièce, tout ça. Et en fait, nous, on rentre dans cette ambiguïté-là aussi. Et pendant tout le film, enfin, moi, je parle pour moi, pendant tout le film, je me suis retrouvé à certains moments à regarder ce qui se passait autour des personnages pendant plusieurs scènes et me dire là on pourrait être dans une situation où le maître de Feng Shui a raison sur, je veux pas trop dire ce qui se passe dans le film et pourquoi on en est là, mais tu vois, à certains moments moi je voyais les symboliques. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est amené de la part de So Chiang, c'est voulu
pour nous permettre aussi soit de nous ancrer dans une réalité et de dire bah moi je regarde ce qui se passe à l'image, ce que veut nous montrer le réalisateur, c'est-à-dire des fois tu peux voir des trucs si tu es très terre à terre, tu vas juste voir des personnes entre guillemets soit fous, soit tu vas voir vraiment un serial killer qui est juste là pour tuer, mais si tu te concentres un peu, tu peux voir certaines symboliques et là tu vas passer sur, comme tu dis, peut-être sur un côté surnaturel ou paranormal. Et en fait, moi, pendant tout le film, j'ai joué sur cette ambiguïté-là jusqu'à la fin. Vraiment, jusqu'à la fin, ça m'a pris. Et l'intrigue, en fait, elle est menée pour que cette ambiguïté-là reste jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que c'est jamais voulu pour expliquer, en ouais, fait, et rationaliser le feng shui, ses prédictions, ce genre de choses, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement qu'en fait, on s'attache pas sur... ils disent dans le synopsis que il va aider une prostituée. Donc c'est effectivement la scène d'intro en fait. Et il y a après un autre personnage d'une autre femme prostituée dans le film. Et en fait, le film il s'intéresse pas à sauver ces personnes-là. C'est vraiment sauver le jeune donc le livreur, qui a une fascination pour le meurtre, pour le sang, pour le morbide. Au départ, se débat pas vraiment avec ça. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut pas aller retourner en prison. Et lui, donc le maître de Feng Shui, va vraiment tout faire pour comprendre d'où ça vient et ensuite l'aider à s'en sortir. Et ce qui est super intéressant, c'est aussi de dire, on est avec une carte de départ. Et en gros, on n'est pas responsable de quand on est, et donc, en gros, des cartes qu'on nous livre à la naissance, quoi. Et donc, il y a cette façon de dire, lui, le jeune, il a eu ça comme naissance, et donc, il est prédestiné à ça, et donc, on peut pas lui en vouloir. Et en même temps, il y a toute l'aspect de destinée, de karma, de choses comme ça, de comment on fait pour le changer. Donc, pour moi, il y a un peu cette dualité on a un peu une fatalité au départ, quelque chose qui est déjà tracé, et donc, en fait, on peut pas faire changer, autrement. ouais. Et après, toute cette volonté et ce besoin de changer son karma pour pouvoir vivre correctement et être heureux, faire sa vie normale, quoi. Donc, je trouve que ces deux aspects-là, ils sont super bien amenés et ils sont bien équilibrés, en fait, dans le film. Il n'y a pas un qui va prendre le pli sur l'autre. C'est pas fataliste ou moralisateur. Et d'un autre côté, c'est pas utopiste et naïf, quoi. Tu vois, il y a vraiment un bon équilibre, je trouve, entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi et je rebondis sur ce que tu dis parce que je voulais en parler aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui est montré du doigt dans le film, c'est, comme tu dis, t'as cette... pour parler du jeune, en fait, t'as, entre guillemets, sa famille qui le considère vraiment comme un psychopathe. Ouais. Qui dit qu'il est né comme ça, il va mourir comme ça. C'est ça. Et t'as le personnage du maître de Feng Shui qui est caractérisé comme fou. Ouais. Mais lui, en fait, croit justement en la destinée. Oui. Il croit aussi, s'il est devenu comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Tout ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que tu sais pas dans quel camp te mettre. Ouais. Parce que dans la famille, tu vois qu'il y a la sœur qui a été mutilée par son frère, donc par le jeune. Et donc, techniquement, tu peux penser que oui, il est complètement fou allié, c'est un psychopathe, quoi. Parce que s'il est capable de faire ça à sa famille, c'est qu'il est pas net dans sa tête. À côté de ça, tu vas voir l'évolution du jeune pendant tout le film, où tu vas voir le maître de Feng Shui qui va lui enseigner l'art du Feng Shui, la spiritualité, le destin. Il va vraiment lui montrer que le destin, ça existe. Ouais, et lui redonner contrôle. Exactement. Et que tu peux reprendre contrôle sur ta vie et sur ta destinée. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que tu vas voir à un moment donné le jeune évoluer, sombrer, et ainsi de suite. Ouais. Et à un moment donné, tu sais pas dans quel camp te mettre. Tu te dis, ouais, peut-être quelque part, c'est juste un psychopathe qui peut pas s'en sortir. Et des fois, tu vas avoir des lueurs d'espoir qui vont te montrer, non, oui, il peut changer. C'est juste une question de volonté. Mais si il est entouré de personnes toxiques, il ne pourra pas changer. Oui, et puis après, il y a aussi ce que tu fais, en fait, justement. C'est-à-dire que quand tu es dans ton environnement, qui soit pas toxique ou non, mais qui soit surtout, on va dire, neutre, quoi, qui va pas t'aider, qui va rien faire, et ben en fait, tu vas être un peu quand même à ressasser et à rester, en fait. Ouais, mais est-ce que cette neutralité, c'est pas une façon aussi d'être toxique aussi? Parce que la famille, envers lui, déjà, elle a peur de oui, lui. Complètement. Mais par contre, je pense que il y a un ressenti de sa part en disant que il a aucun soutien de sa famille, il a aucun soutien
on va dire, du monde extérieur. Et en fait, il est livré à lui-même et à ses névroses, quoi. Ouais, c'est plus chiant, ouais. Et donc, bah, en fait, le problème, c'est, on en revient à ce qu'on disait là, c'est que si tu es aidé, s'il y a quelqu'un qui croit en toi et qui te fait comprendre que tu peux changer, que ta destinée peut devenir autre, bah, tu peux y arriver. C'est ça. Et le problème, c'est que des fois, il va retomber parce que, bah, il a forcément grandi très longtemps dans ce carcan de violence. Mais, à contrario, il est aussi capable de trouver, on va dire, une forme de poésie, une forme de sérénité dans la vie qu'il a sans doute connue avant d'être comme ça. Mais ça, on nous le dit jamais. Bah ouais, et puis il n'y a pas non plus le côté culpabilisant de la famille. Non, C'est-à-dire qu'ils ont peur de lui, mais ce qui est quand même assez logique, sachant qu'il a, depuis qu'il est très jeune enfant, des pulsions comme ça meurtrières. Donc c'est intéressant parce qu'il va pas y avoir ce côté de dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. C'est oui, on a un personnage qui est extrêmement violent, qui est pas passé à l'acte entre guillemets, mais qui a pas d'empathie, qui a les caractéristiques classiques du psychopathe sociopathe, quoi, qui a pas d'empathie, qui a pas d'émotion, de ce genre de choses. Au fil du temps, ces émotions, elles vont arriver. Donc toute cette catégorisation de sociopathe, elle va s'atténuer pour redevenir une personne normale, quoi, qui est pas complètement délivrée de ses démons, mais qui gère, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, à un moment donné, moi, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que quand le maître du Feng Shui, en fait, il lui pose la question à la famille en disant qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc quelque part, toi, tu te questionnes, tu te dis, si tu te mets du côté du maître du Feng Shui, si le jeune est comme ça, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose dans sa jeunesse. Le truc, c'est que la famille ne répond pas à cette question-là. Ouais. Et pendant tout le film, on n'a aucune réponse là-dessus. Donc l'ambiguïté, en fait, là-dessus aussi, elle va se créer autour de ce personnage-là, autour de cet événement-là. Est-ce qu'elle a eu lieu ou non? Est-ce qu'il est vraiment né comme ça? Est-ce qu'il est devenu comme ça? Tu vois, on ne répond pas à cette question-là. On voit juste l'évolution du personnage jusqu'à la fin. Donc, on vous dira pas ce qu'il advient de tous les personnages. Mais en fait, c'est tout ça, toutes ces ambiguïtés-là, tous ces cheminements-là en font une intrigue ultra prenante. Je suis resté accroché du début à la fin, quoi. J'ai vraiment adoré ce film. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, quand je vois les critiques, j'arrive pas à comprendre ce qui... Ouais, j'ai regardé un peu les notes. Effectivement, c'est pas ouf, quoi. C'est pas désastreux, mais... Non, en général, c'est soit moyen, soit très mauvais. Ouais. Et donc, moi, j'arrive pas à comprendre parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est un film assez frais. Et en plus, il est ni pessimiste, ni défaitiste. Ouais. Franchement, tu peux voir un peu tout dans ce film-là. Et le final, moi, je le trouve mais vraiment incroyable, quoi. Ouais, et tu vois, moi, je trouve même la façon dont est abordée la maladie mentale et la santé mentale de manière générale, et ce qui se transmet, donc toute la problématique du maître de Feng Shui, c'est ça, c'est de pouvoir se libérer de la maladie mentale de ses parents. Donc, ses deux parents avaient des troubles mentaux, il sait que lui, il a de fortes chances de l'avoir aussi. Et donc, il se débat avec ça, et il fait tout, en fait, pour pouvoir ne pas devenir fou. Et il y a vraiment cette notion de c'est quoi la folie? Comment entre guillemets, on devient fou ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'une maladie mentale, elle se prévient, elle se contrôle, ouais. Elle se retarde, des choses comme ça? Et c'est tout le but du personnage, en fait, sa vie est orientée sur le fait d'essayer de contrôler sa folie et de ne pas sombrer dans la folie. Et donc, il a plein de rituels. Et même après, moi, je trouve qu'il y a aussi toute la lignée, en fait, familiale qu'il y a. C'est vraiment un sujet qui est très présent, je trouve, dans la culture asiatique et qui arrive un petit peu dans la culture occidentale d'avoir, c'est quoi les traumas qu'on récupère, en fait, de nos parents, du reste de la famille, aussi de la société dans laquelle on vit. Et qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qui nous marque et qu'est-ce qu'on va transporter avec nous toute notre vie, en fait. Et c'est pas abordé de manière extrêmement explicite, mais les petits moments qu'il y a, moi je trouve que en fait ça ramène une dimension supplémentaire et c'est pas juste une chasse à un serial killer, quoi. C'est pas juste une enquête policière ou essayer de tout faire pour que quelqu'un passe pas à l'acte et ne devienne pas un tueur. Il y a vraiment une dimension beaucoup plus spirituelle. Et ouais, vraiment complexe, quoi, derrière, ou qui donne envie d'aller creuser et de regarder tout ce
ce qu'il y a en fait en dessous, quoi. C'est clair. Et moi, je pense que le but de So Chiang, c'était pas non plus d'expliciter tout ça. Le but, c'était pas de montrer ce que c'est que la folie, qu'est-ce que c'est que le spiritualisme. On va expliquer ça de A à Z. Non, moi, je pense qu'en fait, il a voulu montrer cette énorme névrose qu'est Hong Kong, en fait. Ouais, et le désespoir de la société. Bien sûr, Donc- mais c'est ce que j'allais... Ouais, pour le coup, moi, je pense que So Chiang, en fait, il a voulu vraiment montrer ce qu'est la névrose à Hong Kong. Hong Kong qui, lui, a découvert dans l'adolescence. Nous, on connaît aussi la critique de Hong Kong à travers certains films, notamment ce qu'a voulu faire John Woo, à travers la criminalité, la violence, tout ça. Et en fait, là, So Chiang a voulu approfondir encore plus en parlant vraiment du désespoir, de la police vraiment à la ramasse, vieillissante, Ouais. boiteuse, tu vois, et toute cette société où en fait ils vont se rattacher tantôt à du spiritualisme, tantôt à des détails qui vont essayer de changer leur vie, par exemple comme la prostituée qui elle compte vraiment sur le fait de gagner de l'argent à la loterie, tu vois. Ouais. Et en fait ce qui va l'aider aussi, ce qui va l'enfoncer aussi dans sa croyance, en fait, c'est que le maître Feng Shui va assister sur le fait de dire, bah tiens, il faut que tu prennes tel symbolique, il faut que tu fasses ci, fasses ça. Et en fait, ça en fait justement une de mes scènes préférées. Tu vois, je préchote un peu. Une de mes scènes préférées du film qui est la tentative de meurtre sur la deuxième prostituée, où tu sens vraiment non seulement la violence de la société hongkongaise à travers le serial killer, et le désespoir de la société hongkongaise à travers les yeux de la prostituée qui est en train de se faire tuer, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est garder ses billets de loterie près d'elle. Ouais, carrément. Cette scène-là, elle est représentative de tout ce qu'a voulu montrer et tout ce qu'a voulu dénoncer, entre guillemets, So Chiang dans ce film. Ouais, je suis d'accord. Il y a le désespoir de la société, il y a le désespoir individuel aussi, en fait. Il y a vraiment les deux. Tu sens qu'il y a la gangrène de la société et chaque personne qui sont désœuvrés et désespérés d'arriver à faire quelque chose, quoi. Et qui vont effectivement se retourner sur la loterie, la bonne fortune. Le maître de Feng Shui, on sent qu'il a un peu cette double casquette, quoi. Il y en a qui vont vraiment y croire et d'autres qui vont prendre ça plus pour la bonne aventure de la voyance, un peu comme du charlatanisme. J'ai eu du mal à le sortir, celui-là. Ouais, je le connaissais pas, ce terme-là. D'ailleurs, je commence à avoir un doute s'il existe vraiment. C'est pas grave, on l'a inventé. Voilà, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, non, franchement, moi, j'ai passé un très très bon moment. Est-ce que t'as un petit truc à dire sur le karma? C'est quoi ton rapport au karma? Mon rapport au karma? Ouais. T'y crois, toi, ou pas? Ouais, franchement, je crois que c'est... Ah, tu me poses une colle, là. Ouais. Mais ouais, je pense que j'y crois quand même, parce que je fais vraiment attention à mes actes, à ce que je dis, à ce que je fais, parce que j'ai souvent peur des répercussions derrière. Ouais. En fait, pour moi, le karma, c'est ça, c'est que je me dis que si je fais quelque chose de mal, je vais me prendre un revers dans la gueule. Et en général, quand je me prends quelque chose, des trucs de merde, hein, Ouais. et en fait, moi, je vais repenser tout de suite à pourquoi j'ai mérité ça. Ok. Est-ce que, tu vois, par exemple, un exemple, je suis au boulot, tout se passe bien, je fais une job, une semaine après, on revient me voir, on me dit, ah, putain, tu t'es trompé, quoi, sur ta job. Et là, je me dis, putain, je crois que c'est le moment où j'ai voulu peut-être critiquer quelque chose ou dire quelque chose de mal sur le boulot ou sur quoi que ce soit. Et là, je me dis, putain, je crois que c'est à ce moment-là, quand j'ai dit ça, et juste après, j'ai fait ce boulot-là et qui a amené à que j'ai fait de la merde. C'est con, hein. Mais, ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Mais en fait, je me dis que si je me ramasse de la merde dans la gueule, je vais repenser tout de suite aux actes que j'ai faits. Ouais. Parce que moi, je reste persuadé que si ça m'est tombé sur la gueule, c'est que j'ai fait quelque chose de mal derrière. Ouais, je comprends. Mal, entre guillemets. Hein. Oh, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, et toi, tu penses quoi Ouais, moi aussi. Après, j'ai du mal à expliquer vraiment en quoi je crois. Parce que je sais pas si ça s'appelle le karma ou quoi que ce soit. Moi, j'ai beaucoup la notion de tu attires ce que tu dis et ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas être dans un état d'esprit négatif, voilà, et critiquer, faire des choses mal, choses comme ça, plus c'est ce que tu vas attirer à toi. Et plus tu es dans l'optimisme, du positivisme et tout, et plus tu vas attirer tout ça. Donc,
voilà, c'est pas des règles scientifiques ou des choses comme ça, mais je pense que ça s'attribue un peu au karma, en fait, aussi, de dire, bah, plus tu fais des choses bien et plus tu as un retour positif et plus tu fais des choses mal et plus ton karma est... Ben, moi, je Karma crois is a aussi bitch, comme ça parce que je me dis que à chaque fois que je suis pessimiste sur moi-même ou en général, quand je fais comprendre à quelqu'un que je suis pessimiste, bah, en fait, je vais tout de suite penser aux conséquences derrière. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il va se passer quelque chose pour moi derrière? Est-ce qu'il y a un truc qui va me tomber sur la gueule? Et souvent, c'est au boulot ou dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je parle très peu aux gens parce que je me dis que si... Le gars qui a trop peur, Ah, mais grave. me parlez pas, va des rétro, Satanas. Mais c'est trop ça, je te jure, c'est trop ça. À chaque fois que je me suis embrouillé avec quelqu'un, avec un collègue ou avec n'importe quoi, bah, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose derrière qui vient me rattraper et qui me dit, regarde, tu vois, t'as été pessimiste, regarde ce que tu te prends dans la gueule. Oh, ouais, et donc, c'est pour ça que je pense qu'au quotidien, je suis optimiste, je suis souriant. Enfin, souriant. Ça dépend. Le brosson caché, quoi. Ouais, le brosson caché, ouais. Mais ouais, c'est peut-être pour ça aussi que je suis... je vais le dire insociable, mais non, en fait, je suis sociable quand on vient vers moi, mais moi, je vais pas aller vers les autres parce que, en fait, je veux pas non plus m'apporter le mauvais œil ou m'apporter un mauvais karma, parce qu'en fait, j'aime pas les gens. J'aime pas comment... Donc tu sais que s'ils viennent te parler, tu vas penser du mal, et donc si tu penses du mal, il va t'arriver du mal, donc en fait... Bah, moi, le problème, c'est que je suis pas un faux cul. Ouais, non, mais je sais. Et... C'est une qualité. Et moi, le problème aussi, c'est que je suis trop franc et trop direct. Donc, s'il y a un truc qui me plaît pas, en général, ça va être tourné autour de débats de société, Ouais. que ce soit pour... je vais pas rentrer dans le débat. Ça sert à rien, mais voilà, un débat de société, et bah, si je suis pas d'accord, je vais tout de suite le faire comprendre. Et souvent, ça s'ouvre sur des débats, et puis, bah, moi, quand c'est des choses qui me touchent personnellement, que ce soit pour... bon, allez, je vais rester sur le racisme ou sur l'interprétation de la couleur d'après les gens, tu vois. C'est un truc que non seulement j'aime pas, tu vois, j'aime pas qu'on parle de couleur, qu'on différencie la race des gens, tu vois, race, et je dis bien guillemets, hein, parce que on n'est pas des chiens, tu vois. Enfin voilà, c'est vraiment pour donner un exemple, puis ça m'arrive souvent, hein, en général, les gens, quand je parle avec des gens, c'est souvent pour parler de culture. Et souvent, quand tu parles de culture, forcément, tu vas parler soit de religion, soit de culture qui les dépasse, de façon de vivre. Oui, mais en général, moi, c'est des choses que moi, ça m'énerve parce que moi, je suis très ouvert d'esprit. La couleur, la façon de vivre, je m'en tape complètement. Tant que la personne est respectueuse avec moi et puis qu'elle m'emmerde pas, moi, tout va bien. Mais par contre, moi, qu'on vienne critiquer une façon de vivre ou une façon d'être, en fait, moi, ça me débecte. Et donc, en général, je le fais comprendre. Donc, juste titre. Voilà. Et ouais, ça peut tourner pas autre chose, hein, encore plus aujourd'hui sur le féminisme, par exemple. Ouais. Parce que il y a de plus en plus de masculins qui sont ouvertement misogynes. Ouais. Comme le racisme, hein, oui, qui sont ouvertement racistes. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ma recommandation culturelle, parce que ça va pas être une recommandation culturelle, mais bon, je vais pas spoiler maintenant. Mais enfin bref, voilà, tout ça pour dire, je ne sais plus quoi, pourquoi on est venu là, parce qu'on parlait du karma. Du karma et de pourquoi on faisait attention à ce qu'on... Et voilà, et c'est aussi pourquoi je parle pas aux gens, parce que j'aime pas la façon de penser des gens. Moi, j'ai l'impression d'être un peu seul dans ma façon de penser, dans ma façon de vivre. Et puis voilà, comme je l'ai dit, moi je suis tellement pas faux cul et tellement trop direct que moi s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le fais savoir. Et en général, après, j'ai souvent peur qu'on me jette le mauvais œil, quoi. Ouais, mais tu t'es pas dit que toi, tu étais le retour de karma des gens qui disent de la merde? Bah non, parce que moi j'ai l'impression que c'est moi qui me bouffe le karma derrière. Tu sais pas ce qui leur arrive en fait derrière. Ah peut-être, mais moi je m'en fous, mais moi je m'en bouffe quand même. Toi, t'es le donc quelque part, moi j'essaie de me faire un peu... je sais pas moi, le Malcolm X des temps modernes, et puis finalement je me mange de la merde, donc je sais pas. Et tu vois, regarde, aujourd'hui on est tous les deux assis derrière un micro et puis on a que ça, quoi. Mais non, c'est notre façon, c'est notre seule ouverture au monde. Parce que la porte elle reste fermée, on sait pas l'ouvrir. Donc ouais, non, enfin bon, je m'égare. Je sais même pas où c'est que je vais avec cette phrase là, mais c'est pas grave. Je me suis perdu dans mon karma. Bref, ouais, voilà. On verra dans quelques jours ce qui t'est arrivé. Ouais, voilà. Je vous dirai la semaine prochaine s'il m'est arrivé de merde. Quel a été ton karma. Donc, tu veux revenir sur un peu plus en détail sur ta scène préférée ou
Ouais, bah comme je l'ai dit, hein, moi la scène de la tentative de meurtre, elle m'a énormément plu parce que déjà au niveau de du parti pris artistique et de la musicalité, tout fonctionne. Et comme je l'ai dit, vraiment les deux contrastes entre le serial killer qui lui veut à tout prix comment dire, assouvir sa pulsion, et la prostituée qui elle veut s'attacher en fait à ce qui lui reste dans ce monde de merde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est son espoir. Elle s'attache à un espoir qui sert à rien, en fait. Tu vois, et toutes les symboliques qui tournent dans cette scène-là, en fait, bah ça, pour moi, c'est l'image qu'on m'a reflétée pendant toute mon adolescence à travers le cinéma de Hong Kong. Et là, Socheong continue encore. Et bah moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette société hongkongaise, en fait, elle a pas vraiment évolué, à part peut-être avoir rajouté des néons dans leur vie, mais c'est tout, quoi. Et ouais, voilà, moi j'adore cette scène. Bien. Et toi? Moi, j'ai du mal à en trouver une particulière parce que c'est très bête. Mais en fait, la scène d'intro, elle m'a glacé le sang. Alors, la scène d'intro, le maître de Feng Shui simule auprès de la première prostituée pour faire un rituel on dit, elle s'est fait ensevelir vivante, parce que je cherchais le nom, je ne le trouvais pas. Et donc ça, c'est une de mes phobies, quoi. J'ai pensé à toi dans cette scène. Et donc c'était très très dur. Et donc en fait, tout le reste du film est très bien, mais la sensation que j'ai eue sur cette scène-là, c'est difficile d'égaler après derrière, quoi. Donc vraiment, toute la scène de rituel, et on va dire même jusque un petit peu après, jusqu'à la découverte du cadavre, je trouve que c'est une très bonne scène d'intro qui met tout de suite le ton et qui en plus voilà, bon, moi sur moi a fonctionné puissance 10, quoi. Et en plus je sais quelle scène qui t'a oppressé. C'est une scène où en fait tu vois une caméra qui est posée sur le côté et tu vois la prostituée sous terre avec la bâche et la terre qui se tasse en fait sur elle. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais je te comprends. Mais moi, celle-là, j'ai dit waouh. Ouais, et elle est très bien faite, quoi. Et déjà, au départ, tu vois, quand ça commence, pareil, il y a plein d'ambiguïtés qui se créent autour des deux personnages. Et ça met vraiment j'ai l'impression, je sais pas si l'expression est bonne, mais vraiment le coup de pied dans la fourmilière, quoi. Qui arrive avec un grand coup de poing, tu ouvres la porte et tu déroules ton film après derrière, quoi. Et je trouve que l'entrée en matière, elle est excellente. Et voilà, moi, le truc, ça m'a... Ok, bon, bah... On va revenir un peu plus tard. C'est pas grave. Ouais, non, franchement, la scène d'intro, elle met bien dans l'ambiance. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais comme note? Ah, ça, c'est dur. Ouais, j'ai beaucoup de difficultés, là. En vrai... J'ai réfléchi tout le film et j'ai du mal à mettre une note. En vrai, ouais, je lui mettrais un bon 7 sur 10. Ouais. Alors moi, j'aurais été un peu plus généreuse, mais je crois que je me suis complètement foirée sur la note de mon du précédent film. Mais ouais, moi, j'aurais mis 7,5. Ouais, 8, 7, quoi, ça marche bien. Je voulais mettre un 8, mais j'ai envie de laisser une marge de manœuvre à Socheong. Et puis après, moi, 8, à partir de 8, ça commence vraiment à être d'excellent, quoi. Ouais, on est dans l'excellence, tu vois. Moi, j'ai vraiment du mal avec les notations, en fait. Parce que, en fait, c'est toujours en fonction du film que c'est. C'est-à-dire que des genres très différents, ils peuvent avoir 8 ou 9, quoi, voire 10. Et moi, j'ai aucun problème à mettre 10, en fait. Le côté de dire, c'est parfait, la perfection n'existe pas, donc on peut pas mettre 10. En fait, si j'ai passé un excellent moment et que j'ai rien à redire, eh ben, je mets 10, quoi. Ou 5, moi, je mettrais jamais, je pense que je mettrais jamais 10. Et non, moi, ça me... Tu vois, je veux dire, sur... Après, on a chacun son barème, tu vois, chacun son barème, mais après, tant que il y a une explication derrière, et si c'est bien expliqué, je pense qu'en fait, la note, elle reflète notre façon de penser. Ouais, complètement. Et après, chacun a son barème, quoi. Ouais, et puis, tu vois, après, moi, par contre, j'ai aucun problème à faire évoluer les notes. En fonction de justement des autres choses et des autres œuvres que je vais consommer et mon évolution, mon état d'esprit. Ça m'arrive de relire des livres, par exemple, et je peux passer d'un 5 à un 3 ou à l'inverse d'un 3 à un 5. Je veux dire, c'est vraiment aussi en fonction de l'état d'esprit. Et moi, j'ai vraiment quand je regarde un film ou de la musique ou les livres, en fonction de l'émotion et de l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc j'ai des livres qui sont excellents et que je sais qu'ils sont très bien, où je vais avoir du mal à rentrer dedans, où je vais pas passer un bon moment, mais je vais avoir du mal à leur mettre une mauvaise note ou des choses comme ça. Mais en même temps, je peux pas leur mettre
une excellente note parce que c'est pas le reflet de ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Et à l'inverse, j'ai des livres qui seront, on va dire, considérés comme moins bien écrits, mais qui, sur le moment où je l'ai lu, voilà, ça a été hyper fluide, c'était super intéressant, ça m'a apporté beaucoup d'émotions, et où donc là, j'ai pas de problème à mettre beaucoup plus, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais ouais, mais après, moi, ta note, 7,5, 8, techniquement, ça équivaut peut-être à mon 7, tu vois. Ouais, carrément. Et moi, quand je mets un 7, pour moi, c'est vraiment un excellent film, tu vois. Ah ouais, carrément. Bah après, tu vois, moi, j'essaie de repérer un truc tout con, mais je veux dire, si les enfants, ils ramènent un 7 sur 10 ou un 14 sur 20, ils ont une bonne note. Moi, je les félicite, quoi. Je vais pas leur dire, ouais, t'aurais pu faire mieux, quoi. Tu vois, en fait, moi, mon barème, le 10, tu vois, techniquement, c'est utopique, tu vois, il n'existe pas. Il y aura peut-être qui vont s'en rapprocher, mais ça sera sans doute un 9,5, un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire que pour Kitano, tu mettras pas 10. Non, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. C'est pas... En fait, c'est mon point de vue, tu vois. Moi, je reste persuadé que la note maximale, en fait, elle veut rien dire. Ouais. Et en fait, moi, je me dis toujours qu'il y a un léger potentiel pour atteindre cette perfection-là, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, c'est plus, tu vois, je le vois comme à un instant T, qu'est-ce que t'as ressenti et qu'est-ce que l'œuvre a représenté pour toi au moment où tu l'as vue. Moi, je vois pas sur le long terme sur comment tu pourrais améliorer l'œuvre, en fait. C'est plus, après, quand il y a vraiment des choses qui vont pas ou qui me plaisent pas, mais c'est vraiment, ouais, comment moi je le vis, en fait. Et c'est plutôt, franchement, c'est peut-être bête, moi, je veux dire, mais c'est pas un barème de critique cinématographique, tu vois, genre, est-ce qu'il est bien, tu vois, les plans sont bien, voilà, le montage, les trucs techniques, quoi. Mais vraiment le ressenti pur, quoi. En gros, c'est mon baromètre d'émotion, quoi. C'est... Mais t'as raison, mais tu vois, je veux revenir sur ma note. Et non, je mettrai un 8. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, Mad Fate, c'est vraiment un ressenti global. Et en fait, comme je l'ai dit, en fait, j'étais tellement pris dans le film que je me suis pas ennuyé. Ouais. Et j'ai jamais décroché. Donc, ouais, non, je pense que ça mérite un bon 8, ouais. Ouais, tu vois, le fait de... Alors, pareil, je repars sur les livres, mais moi, par exemple, un livre que j'arrive pas à poser, bah, tout de suite, il va avoir une très bonne note, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... Mon attention, elle est captée du début à la fin, et il y a vraiment cette notion de pas arriver à le poser. Ouais, je comprends. Et donc, après, j'en ai d'autres que je vais lire lentement, que je trouve excellents, et je pourrais mettre une excellente note. Mais tout de suite, tu vois, moi, il y a les livres que je peux... que je lis en 2 jours, voire moins, et qui sont hyper captivants, même si c'est pas la littérature, tu vois, validée par l'élite, rien à foutre. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ok, bah je mets un 8 sur 10. Très bien. J'ai influencé 10. ton choix. T'as raison, il le mérite, et en fait, le fait d'en reparler, en fait, j'ai repensé encore au film. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis pas ennuyé. Ouais, c'est ça. Puis après, tu vois, moi, je pense qu'il faut garder la liberté de justement faire évoluer notre avis. Oui. Parce que on discute à chaud, donc forcément, il y a tout le ressenti pur tout de suite. Mais après, les films, ils mûrissent. Donc, il y a des choses qu'on va voir. Et forcément, ça mûrit pas en 20 minutes, donc ça doit prendre du temps. Et puis, il y a aussi le côté, souvent, on en a parlé de qu'est-ce qui nous reste d'un film après un premier visionnage, que ce soit, des fois, on reparle du film de la semaine d'avant, des choses comme ça. Des fois, on se rend compte qu'en une semaine, on a déjà tout oublié. Ou au contraire, des films qu'on a vus il y a 5 ans ou 6 ans, ils sont toujours frais, quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc qui va pouvoir évoluer au fil du temps. Ouais, je pense. Et peut-être que comme tu dis, dans 2 semaines, 2 mois, ça serait une note différente parce que justement, on a eu le temps de se poser et puis de faire mûrir le film. Ouais. Mais ouais, là, tout de suite, là, à chaud, t'as raison. Je mets un 8 sur 10. Bien mérité. Très bien. On verra la place qu'il aura quand il tombera dans la tier list. Ouais. Là, ça va pas être facile, celui-là, la place. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes qui n'est pas une recommandation culturelle, apparemment? Commence. Ok. Alors, moi, je me suis rendu compte que l'épisode précédent, j'aurais dû recommander un livre qui était quand même assez proche du sujet et qui n'est pas du tout proche du sujet aujourd'hui. Okay. Donc voilà, désolé, ma phrase elle a pas l'air d'être claire du tout. On a compris, en fait, tu vas pas recommander quelque chose en rapport avec le film. Merci, c'est vachement plus simple comme ça. Ouais, je suis sûre d'avoir des livres qui parlent un peu de la folie, des choses comme ça, et j'arrive pas à remettre la main dessus. Et dans ma tête, c'est pas ça, donc c'est pas grave. Donc je vais vous recommander L'attente de Keum Seok Jeondri Kim. C'est l'histoire d'une famille qui est séparée au moment de la partition entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc pendant la guerre, il y a des bombardements sur l'actuelle frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Et il y a toute une migration de plusieurs villages qui vont vers le sud pour échapper au bombardement. La Corée du Nord s'associe, je ne sais plus avec quel pays, et va justement essayer de rebeller contre l'État coréen. On suit une famille qui va être séparée. Donc il y a un couple avec leurs 2 enfants, un fils aîné et une petite fille. Et pendant la marche, le père avec le fils est séparé de la mère avec la petite fille. On suit 2 histoires, donc cette timeline-là au moment de la guerre, et ensuite une partie plusieurs années après. Donc la mère est devenue adulte, a eu plusieurs enfants, et notamment une fille qui est née après tout ça. Et cette petite fille-là va raconter en fait l'histoire en bande dessinée. On pense que c'est un peu son histoire à elle. C'est super intéressant, déjà parce que c'est tragique, mais aussi parce qu'il y a toute la dimension en fait des visites et des retrouvailles. Il y a eu des séances qui ont été organisées pour justement aider les familles à se retrouver. Sauf qu'en fait, le nombre de familles qui ont pu se retrouver, il est minime. Il y a vraiment un ratio de genre 1% qui ont pu se retrouver. Et le pire, c'est que, en fait, ils se voient, mais après, toutes les personnes issues de la Corée du Nord, doivent rentrer, en fait. Donc, ils peuvent se voir une fois. Ils se sont vus des décennies après. Et donc, ils ont raté toute leur vie de frères et sœurs, de parents, de grands-parents, voilà, toute leur vie de famille, d'amis aussi. Et ils se retrouvent après à se voir un temps ridicule et ne plus pouvoir avoir de contact après derrière. Et donc il y a ces 2 dimensions-là, il y a la partie de qu'est-ce qui se passe quand on revoit ces personnes, et l'autre partie, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas été sélectionné pour revoir notre famille de l'autre côté, quoi. Et de vivre avec le fait de pas savoir si les personnes ont survécu à la guerre, si elles ont fait une vie, si elles se sont remariées, si les enfants ont grandi, si les enfants ont eu des petits-enfants, et donc si les personnes sont grands-parents, des choses comme ça. Et voilà, ça fait des familles qui sont complètement explosées et qui naviguent un peu comme ça. Et on va dire que le lien qu'on peut faire avec le film, c'est justement les traumas familiaux qu'on se transmet de génération en génération. Je pense que ce genre de... Ça a l'air un peu plus balèze quand même. Ouais, ça fait partie des traumas que je pense que les Coréens et les Coréennes ont transmis à leur génération d'après. Voilà, donc c'est un très beau livre, c'est très bien écrit, c'est en plus très bien dessiné. C'est une bande dessinée, pardon. Ouais, parce que oui, tu dis que c'est très bien écrit, c'est un beau livre, tout ça, mais t'as jamais dit que c'était une bande dessinée. Voilà, désolé s'il est tard. Oui, donc c'est une bande dessinée en noir et blanc, fait au pinceau, et c'est très très beau. Voilà. Donc je recommande L'attente de Keum-seok Jeon-ri-kim. Vas-y, c'est ton tour. Bon, à toi. À moi. Moi, ma recommandation va être intellectuelle. Vas-y. Mais intellectuelle pour des jeunes trous de balle. Ah, ça commence bien. Tu vois, là, le truc que je vais dire, les personnes concernées vont sans doute pas l'écouter, parce que c'est des personnes qui doivent sans doute pas écouter de podcast, parce qu'ils doivent pas non plus connaître ce que c'est comme format, ils doivent pas non plus s'instruire énormément. Mais j'ai besoin d'extérioriser, tu vois. Vas-y. Alors, je remets le contexte en place. On est tous au courant que le PSG a remporté la Ligue des Champions. Oui. Félicitations à eux, c'est top. Moi, je suis ni parisien, ni marseillais ou quoi que ce soit, commencez pas. Moi, j'aime le foot. J'ai joué 20 ans en amateur. Pendant 20 ans, j'ai vécu des émotions de dingue, mais j'ai jamais rien cassé. Contrairement à ce qui s'est passé après la finale. C'était hallucinant. Donc, ça, c'est un fait. Ça, c'est qu'il y a eu de la casse. Ok, mais il y a de la casse tout le temps, tu vois. Le problème, moi, ce qui m'énerve, c'est que ces jeunes trous de balle, encore une fois, n'ont pas compris qu'en 2025, on était tous munis de smartphones. Ouais. Et que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux poster une tonne de vidéos qui montrent qui a vandalisé et qui ont fait tous ces carnages-là. Et je me suis toujours, on va dire, tenu entre le racisme pour dire que faut arrêter de généraliser, il faut arrêter de prendre tous les étrangers pour des casseurs, des voleurs, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais Instagram, en fait, moi je suis que sur Instagram, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus d'autres réseaux sociaux. Et en fait, en scrollant, je tombe sur, forcément, le lendemain de la finale, je tombe sur toutes ces vidéos-là. Je vois sur les vidéos, comme tout le monde. Quand je lis les commentaires, c'est toujours les mêmes. Et quand moi j'entends, ou quand je lis que c'est toujours les mêmes,
bah moi ça me fait du mal, tu vois. Bah ouais, c'est normal. Il faut savoir que t'arrives sur le podcast, tout ça, même ceux qui sont là depuis le début, moi je suis métissé, un parent blanc, un parent noir. Je suis vraiment entre les deux. Avec ma tête en France, je suis considéré comme un Maghrébin. Ici au Québec, je suis considéré comme un Mexicain. Donc à aucun moment, je suis catégorisé comme un Français. Donc moi, on va dire que j'ai encore le droit de dire que ces jeunes trous de balles là, ces jeunes là qui représentent nos communautés. J'ai le droit de dire nos communautés parce que j'en fais partie aussi. Moi, toute ma vie, je me suis tenu à l'écart, justement pour prouver. Parce que moi, très jeune, j'ai compris qu'on était stigmatisé, qu'on était montré du doigt, parce que déjà la couleur, et parce que il suffisait qu'il se passe quelque chose, un vol, une bagarre ou quoi que ce soit. Il suffisait que ce soit un étranger qui ait fait ça, et ben on était tout de suite montré du doigt, mais tous. Et tu le vois dans le regard des gens. Moi, j'ai grandi avec le regard des gens. Le regard des gens qui te dénigrent au quotidien. Toute ma vie, je me suis battu pour essayer d'être droit dans mes bottes, de montrer que j'ai pas de blanche, de m'intégrer. Je dis bien m'intégrer, hein, et je suis français. Hein. C'est ça qui est triste, tu vois. Je veux dire que je me suis intégré à la France, alors que je suis né en France. C'est paradoxal quand même. C'est clair. Alors, il faut savoir aussi, j'ai jamais été considéré comme un Français, à part au Québec. Il y a que au Québec que je suis considéré comme un Français. Ça, c'est merci les Québécois, vous au moins vous êtes intelligents. Tout ça pour dire à ces trous de balles là qui cassent tout, on n'est pas des animaux. Notre génération, on a essayé de construire quelque chose, construire des liens en société pour montrer qu'on n'est pas des casseurs, qu'on n'est pas des voleurs, qu'on n'est pas des violeurs, qu'on n'est pas juste des délinquants. Moi, j'ai grandi dans un quartier très compliqué. J'étais le plus clair de ma bande, clairement. Et pourtant, c'était de bonnes personnes. J'ai eu la chance de grandir et de traîner avec les bonnes personnes. Des personnes qui ne m'ont jamais incité à la violence, à la haine, à l'alcool, à la drogue, à quoi que ce soit. J'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai un casier vierge. J'ai jamais fumé. J'ai jamais manqué de respect à quelqu'un, sauf si lui me manque de respect en retour. J'ai construit ma vie sur ça pour montrer que j'ai le droit aussi d'être considéré comme un être humain, tout simplement. Et aujourd'hui, quand je vois ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, ça me met hors de moi. Parce que ces jeunes-là, qui sont considérés comme toujours les mêmes, mis en commentaire par sans doute des Français pure souche, c'est-à-dire blancs. Bah, bande de connards. Nous, ce qu'on a mis à construire, vous êtes en train de tout détruire à cause d'une finale de Ligue des Champions, qui est censée être une fête. C'est clair. Le match, je l'ai vu comme vous tous. J'étais content de voir un club français gagner. Mais ça s'est arrêté là. À un moment donné, si vous n'êtes pas capable de faire la part des choses entre le sport et la réalité, il va falloir se remettre en question, les gars. Et je dis ça, mais ils vont pas m'entendre. Mais si jamais il y en a un qui m'entend, bah fais passer le message à tes trous de balles de potes là, à tes trous de balles de semblables. Tes semblables, je me considère même pas comme vous, moi. T'as beau venir d'un quartier à difficulté comme moi, j'ai grandi. T'as beau être de la même couleur de peau que moi, je te considère même pas. Parce que moi, toute ma vie, j'ai fait en sorte d'être droit dans mes bottes, d'éduquer mes enfants comme il se doit. Aujourd'hui, quand je vois ça, je suis écœuré. C'est normal. Déjà, t'aurais même pas eu à avoir à faire tous ces efforts-là pour pouvoir être, comme tu dis, intégré dans la France alors que t'es français. Et il y aurait même pas eu à devoir travailler 2 fois plus à prouver que t'es quelqu'un de bien. Et donc, déjà, d'avoir été obligé de le faire, et en plus que tout soit ruiné pour rien. Parce que pour rien, parce que pas, le problème, c'est que la finale de Ligue des Champions, c'est pas, on va dire, le problème majeur. Ça fait déjà une dizaine d'années où on voit le racisme monter en puissance, où on voit les putains de fachos se montrer à visage découvert ouais, c'est ça. Et dire ouvertement leur haine envers une couleur qui leur a rien fait. La majorité du temps, j'en suis persuadé, à part juste d'exister. Oui, c'est ça. C'est une volonté de domination de tout le monde, quoi. Donc, ouais, voilà, tout ça, ça m'énerve. C'est ce qui nous a amené aussi à quitter la France. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Encore plus avec ça. C'est clair. Parce que mes enfants métis aussi, je veux pas qu'ils grandissent non seulement là-dedans et qu'ils soient stigmatisés aussi à partir de conneries comme ça par des jeunes qui sont incapables de se tenir. Putain, on n'est pas des animaux, quoi. On s'est battu pour montrer qu'on n'est pas des animaux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec une finale de Ligue des Champions gagnée
Pas perdu, hein. Ouais. Imagine si Paris avait perdu. C'est clair. honteux. Mm. C'est honteux de voir ça. Enfin bref, voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Parce que ça fait plusieurs jours que je vois ça. Bon, là, ça va sortir plusieurs semaines après. Ça va sans doute être oublié. Mais il faut pas non plus mettre ça de côté parce que ça va pas être oublié de la part des voteurs de RN, de la part des fachos, de la part des suprémacistes blancs, tu vois. Ouais. Ça va pas être oublié. Non, ça clair. va rester. Puis ça va être ressorti, quoi. Et ça va être ressorti en temps et en heure. Quand il y aura besoin de montrer toutes les conneries qu'a fait nos semblables, bah vous inquiétez pas que ça va sortir. Et ça va nous faire encore plus de mal. Alors que déjà la France va mal. Alors que déjà le RN a déjà la main mise sur la France. Et aujourd'hui, les gens ouvertement se réveillent. Et quand je dis les gens se réveillent, c'est ces putains de fachos. Aujourd'hui, ils se réveillent, ils se montrent clairement à visage découvert, en revendiquant qu'ils sont ouvertement racistes. Ouais, il y a Il même... n'y a plus aucun tabou là-dessus. Ouais, c'est ça. Je trouve ça super dur en plus à voir parce que c'est une violence, quoi. Je veux dire, et ce côté d'impunité. Tu vois, c'est ça, c'est d'injustice et d'impunité qui ressort en plus de toute la miasme qu'est le racisme, quoi. Et bah après, ça amène beaucoup de réflexions sur c'est quoi la suite, quoi. Ouais, mais surtout que moi avec ça, c'est comment tu vas faire demain pour te justifier auprès des fachos qui vont maintenant, ils ont toutes les billes en fait pour nous canarder. Le chargeur il est plein et malheureusement je peux pas aller à l'encontre de ça parce que les images je les ai vues aussi. Donc moi je vais pas stigmatiser en disant que ça y est maintenant je suis raciste. Non bah non je peux pas être raciste parce que moi-même je suis issu de minorité. Donc moi quand je vois ça, le problème c'est que demain, moi quand je vais devoir monter au front, parce que je le fais souvent ça. Ça, je le fais souvent quand ça parle d'ethnie, de religion, de racisme, de culture. J'ai toujours mon mot à dire. Malheureusement, si demain, quelqu'un me sort tout ce qui s'est passé là, voilà, la France, t'as vu ça, qui c'est qui va se retrouver comme un con à essayer de devoir justifier la connerie des autres? C'est pas ces bouffons qui ont fait les conneries. Eux, ils ont pas le langage, ils ont pas la présence d'esprit, ils ont pas non plus l'intelligence de vouloir confronter ça intellectuellement. Eux, ce qu'ils vont faire derrière, c'est se confronter avec violence. Et le problème, c'est que moi, je suis pas violent. Donc moi, je vais pas taper les autres parce que je suis pas d'accord avec eux. Je suis obligé de trouver les mots. Ouais. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que je vais trouver comme mot à dire contre ça? Donc là, oui, vous nous foutez dans la merde. Clairement. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que, voilà, à 40 ans, que je me refasse petit pour vous. Non. Non, moi je suis désolé, je suis pas là-dedans, tu vois. Je suis pas là-dedans, puis jamais je soutiendrai ce qui s'est passé là, jamais je vais défendre ce qui s'est passé. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est honteux. Ouais, c'est d'une violence effrayante. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que c'est pas le podcast, on est là pour parler de films, à ce qui paraît. Tout à fait. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, et malheureusement, moi ça me fait juste du bien d'extérioriser. Je sais que ça va pas être entendu par les bonnes personnes. Mais au moins s'il y a des oreilles là qui sont en train d'écouter ça, qui sont d'accord. Enfin j'aime à penser que notre public en fait sont dans notre camp, tu vois, sont dans le camp de on va dire des non fachos quoi. Bah voilà, désolé à toi facho si t'écoutes et si t'étais pas au courant que j'étais un étranger que tu détestes, bah écoute. Le droit de partir. T'as le droit de partir. On te retient pas. Mais les autres cœur sur vous. Ouais, ce que j'allais dire, on vous aime. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Je rends le micro à vous les studios. Bah, on va continuer à parler de films en piochant ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Ouais, et bah tu vois, on parlait de Karma tout à l'heure. Et bah le Karma, il va me sortir un film de merde. On va voir. S'il te plaît, Karma, pour une fois, sois avec nous. 3, 2, 1. Une femme coréenne. Ah, cool! J'ai C'est bien hâte bien. de voir celui-là. C'est bien ça. D'après ce que j'ai compris, c'est pas un film de merde. D'après ce que j'ai vu sur la jaquette, ça avait l'air d'être plutôt encensé. Donc, Ouais. On va voir. J'ai l'impression que c'est un film à sketch, non? Je sais pas pourquoi. Aucune J'ai l'impression idée. qu'il y a plusieurs histoires dedans. Je pense que Ah, j'ai pas du tout vu ça et donc je sais pas du tout. quand j'avais lu le synopsis, j'avais l'impression qu'en fait c'était plusieurs histoires. Ah, c'est possible, ouais. Enfin bref, là je vais pas m'avancer. Non, mais comme ça, c'est bien, ça nous fera une découverte. Parce que c'est vrai qu'on l'avait pris, bah pareil, hein, le loot Joker Shop, on a vidé leur réservoir, je crois. Non, ça c'est pas un loot. Ça c'est pas un loot de solde. Ça c'est il a acheté plein pot. Non. Je T'as sais raison. plus. J'ai acheté en solde. T'as raison.
Ouais, non, c'est. Mais non, en On fait, n'a pas c'est- après creusé plus que ça, mais c'est vrai que moi, c'était un film quand on l'avait reçu, qui me tentait bien, donc je suis contente de Bah, en l'avoir. fait, c'est la collection Digipack de The Joker que j'adore. Et j'adore avoir tous les Digipack possibles qu'ils ont parce que je trouve ça beau dans une bibliothèque. Et en fait, en plus, ils font une collection assez uniforme, donc ça Ça se marrait bien ensemble, ça ouais. se marie bien. Mm. Puis quand ils ont des séries, ils ont des gammes aussi qui vont être liées ensemble, donc il y a toujours un côté cohérent et esthétique. Ouais, non, C'est beau à l'œil. c'est agréable. Et d'ailleurs, ouais, petit mot là, Joker Shop, je sais pas si vous écoutez, mais si vous écoutez, essayez de repartager à Joker Shop, identifiez-les surtout sur l'épisode, sur n'importe quoi. Revenez s'il vous plaît. Ouais, grave. Revenez, Vous nous manquez. le site là, je veux le site. Le problème c'est que nous au Québec, Joker Shop c'était notre mec à nous. Ouais. Et en fait, l'avantage quand on commandait sur Joker Shop, c'est que les frais de port étaient pas très élevés. Mm. Donc on pouvait se faire des commandes assez régulièrement, puis se les faire livrer ici. Le problème, c'est que maintenant, ils ont décidé de tout passer à travers les sites comme la Fnac, Cultura, tout ça. Donc on trouve les films. Le problème, c'est que les frais de port là-dessus sont exorbitants. Et le problème, c'est que les prochaines collections qui vont sortir dessus, bah, je pourrais pas les acheter. Le site internet, actuellement, il est fermé. Ils mettent de retour en 2025. C'est la moitié de l'année, là. Dépêchez-vous. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas vraiment revenir. Ou alors, si quelqu'un est au courant ou qui m'envoie un message pour me dire non, t'inquiète pas, ça revient en force, t'inquiète. Ou alors passer l'extrait Joker là qui me réponde un peu parce que moi je suis un peu triste de pas pouvoir commander mes films. Non, puis ils avaient quand même une super belle collection. J'adore leur collection. C'est Ils ont des choix de films incroyables. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le côté sélection de films, il y a le côté qualité des restaurations qu'ils font, et après il y a aussi, comme on vient de dire, la qualité des objets qui sont très bien faits, Ah, et donc ouais. ils sont en plus des objets de collection qui peuvent être intéressants. Entre les digibooks, les digipacks, les steelbooks, Et ça reste, les prix restent corrects. ils restent très corrects. Pour des films asiatiques qui sont quand même difficiles à trouver, il y a des super belles restaurations, il y a des super beaux coffrets collector et tout. C'est des prix qui sont carrément abordables, quoi. Et ça peut faire soit un très beau cadeau si vous voulez prendre les gros coffrets, et sinon sur des films classiques, ça vous fait un bon. Non, puis il y a toujours quelque chose bonne de bien. petite Tu vois, sélection. moi, je prends l'exemple de Parasite, par exemple. Pour le film Parasite, ils avaient fait un énorme coffret. Pour le coup, c'était un peu cher, tu vois. Et si un gros collectionneur, il passe là-dessus, il va le prendre. Mais derrière, en dessous, t'avais la chance de pouvoir avoir le steelbook, que nous, on a pris. Le steelbook était, je sais plus, il était à combien? Je crois qu'il était à 25 ou 30 euros. Pour moi, un film de cette qualité-là, dans un steelbook magnifique collector, moi, je l'aimais facilement. Derrière, t'as eu une édition, on va dire, un peu plus simple pour ceux qui veulent juste le format physique. Ouais. T'as eu la version aussi en noir et blanc. T'en as pour tout le monde. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans leur collection, c'est que les digipacks que je parlais là, les digipacks, nous, on les prend parce qu'on aime la beauté du truc, on aime la beauté de l'objet. Mais par contre, pour ceux qui sont pas attirés par le format physique, entre guillemets, ou qui veulent juste avoir la galette, après, ils sortent une version, on va dire, assez simple, dans un truc en carton, et pour quasiment 2 fois moins cher. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et même au niveau de la sélection. C'est qu'il y a les films asiatiques, il y a des rétrospectives de films occidentaux, il y a des plein de films trucs. français. Voilà, il y a vraiment plein de trucs. Et c'est une belle boutique, il faut rester. Si vous voulez, Ouais, revenez. non, mais rouvrez le site, là, que je repasse commande, parce que là, ça manque, là, la carte bleue, elle traîne là. Elle a besoin de dépenser. On n'a pas commandé pendant un moment, alors ils ont fait Depuis qu'ils faillite. ont fermé le site. Depuis qu'ils ont fermé le site, on l'a pas recommandé. Et je sais qu'ils ont ressorti des trucs, mais c'est des choses qui m'intéressent moi, tu vois. Il y a eu du Wong Kar-wai qui est sorti, donc c'est pas vraiment ce que Je saute pas dessus, quoi. je saute pas dessus. Je comprends, moi non plus. Mais je me suis dit, tu vois, si sur le site ils refaisaient des promotions, je serais sans doute pris. Mais pour le coup, mais bon, de toute façon, je leur voudrais jamais parce qu'ils ont refait, ils ont restauré les Kitano. Donc jamais je leur en voudrais. Ah, je comprends. Gloire à eux. Voilà. Ouais, gloire à eux. Enfin bref, nous, on va revenir la semaine prochaine avec Une femme coréenne, J'ai très hâte. un de film faire japonais, non? ça. Tu me mets une colle, là. Je Mais sais. non, une femme coréenne, forcément coréen. Bah, ça aurait C'est une pas- boutade, une blague. ça aurait pu être un film japonais qui parle d'une femme coréenne. T'as raison.
en soi. C'est pas faux. Moi, dans ma tête, c'était coréen, mais quand tu m'as posé la question, j'ai fait hein. Maintenant, tu me fous le doute maintenant. Et donc, tu m'as mis le doute, donc on se remet le doute. Voilà. Non, je suis persuadé que c'est un film coréen. Et de toute façon, on vous en dira plus la semaine prochaine. Très bien. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre karma, et on se dit à bientôt pour Une Femme Coréenne. Ciao tout le monde. Ciao.